Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission Le Tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, avec moi sur ce plateau les juges au siège. Bernard Bouma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pas de nouvelles sanctions pour le Burkina Faso. Ainsi en a décidé les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au sortir de sommet extraordinaire sur la situation socio-politique au Burkina Faso, tenu ce 3 février à Accra. Combien de temps va durer ce sursis? C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. En deuxième partie, les juges vont également donner leur lecture sur les récentes décisions prises par le mouvement pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette fenêtre, nous allons donner la parole au juge Bouma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e et dernière convocation de la semaine? Merci Président. Ce qui retient notre attention, c'est le Millennium Challenge Corporation qui suspend le compact donc de plus de 260 milliards de francs CFA. C'est d'ailleurs un compact qui a été effectivement reconduit. Et donc, nous rappelons que sous la précédente transition, ce compact a travaillé mais n'avait pas suspendu. Parce que je dis bien, en son temps, comme on l'a baptisé insurrection populaire, et compte tenu aussi de cette adhésion populaire, ce qui s'est passé, ça a permis d'arrondir les angles pour que beaucoup de chancelleries restent. Même si en son temps, la coopération belge, elle a plié bagage parce que c'est dans son principe et c'est non négociable. Mais cette fois-ci, dès les premières heures, c'est parti, parce que c'est aussi leur principe. Donc ici, je dis c'est un partenaire de taille, c'est beaucoup de projets pour le moment qui vont être mis en sursis, et donc il y aura un impact fort sur les actions effectivement qui étaient engagées et ceux qui pilotaient ces choses-là. Je dis mais c'est aussi dans l'ordre normal des choses, parce que bon, les États choisissent de vous aider dans les conditions qui sont les leurs, pas dans les conditions qui sont les vôtres. Donc ça sonne également comme déjà un premier défi. Donc sur le plan social, on pourra dire quoi, peut-être qu'on pourrait avoir moins d'impact, mais sur le plan diplomatique, l'image également prend un coup, parce que c'est sûr que peut-être, je dis bien peut-être, d'autres pays ou d'autres entités pourraient emboîter le pas. Ici, c'est un aspect seulement de la coopération américaine. Donc c'est pas tous les aspects. Sur le plan diplomatique, c'est pas peut-être tous les aspects, mais déjà, c'est un indicateur. C'est sûr que les autres également sont en train d'attendre comment est-ce que nous allons orienter notre transition pour pouvoir se positionner. Donc, au-delà de toute émotion, c'est de regarder également et se dire, bon, c'est un coup d'État qui a eu lieu et les partenaires aussi choisissent. Je dis bien, et ils vous soutiennent dans les conditions qui sont les leurs. Quand ça ne respecte pas leurs conditions également, ils arrêtent. Comme l'a dit Thomas Sankara, c'est mieux d'aller chercher l'aide qui nous aide à nous dépasser de l'aide. Merci, juge Bouma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, je reste dans le sujet de la CAN, parce que c'est ce qui cristallise les attentions pour l'instant, ne serait-ce que pour les amoureux du football. On connaît maintenant ceux avec qui on va croiser les crampons pour les matchs de classement. Donc pour la petite finale, ça sera le Cameroun. On a commencé donc avec eux pour le premier match même de la CAN, et c'est avec eux qu'on va terminer pour ce qui est de nos prestations au niveau de cette Coupe d'Afrique là. Beaucoup de choses aussi à remarquer, même hier, le Cameroun qui a encore eu un arbitrage très favorable, et ça c'est là depuis le début de cette CAN, avec aussi des résultats Covid qui quelquefois fragilisaient les adversaires et qui donnaient un genre de couloir tout tracé vers la finale. Et ça a eu le mérite de coulisser beaucoup de personnes et de lever certaines suspicions. Mais malgré tout cela, le Cameroun qui est quand même tombé face à l'Égypte hier, sur un terrain dont la qualité pourrait donner matière en tout cas à jaser, parce qu'on voyait des joueurs en première mi-temps qui ne faisaient que patiner. C'est pas à l'honneur d'une CAN, Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas à l'honneur d'une organisation d'un pays qui plus est comme le Cameroun, mais ça s'est joué et bon, Dame Coupe continue de faire son casting et c'est l'Égypte et le Sénégal qui seront donc en finale. Et chose bizarre, le Cameroun qui est dans le cœur de beaucoup d'Africains, du fait
face de certaines suspicions. Pour beaucoup, est devenu un peu comme le mal-aimé, parce que il y a l'arbitrage qui est un peu favorable, parce qu'il y a beaucoup d'autres conditions, et ça finit d'enlever cette empathie que beaucoup avaient pour cette équipe-là. C'est le lieu aussi, c'est la leçon, que c'est pas parce qu'on organise qu'on doit forcément être en finale, et ce n'est pas parce que c'est le pays organisateur qui doit toujours avoir ce type de sifflet favorable là, parce que le reste, ça se joue quelquefois sur le terrain, et il y a un genre de karma qui essaie de rééquilibrer les choses. Bon, c'est la leçon que je retire de ce que j'ai regardé du parcours, notamment des Camerounais qui ne l'ont pas démérité, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'à la fin, ils soient 4e et nous 3e. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Tru TV et Watt FM. Alors, on l'a dit en début d'émission, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de ne pas avoir la main lourde sur le Burkina. En tout cas, on retient qu'au sortir du sommet extraordinaire sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, il n'y a pas eu de nouvelles sanctions, en tout cas, pour le pays des hommes intègres. Juge Bouma, pour certains, c'est un sursis. Oui, c'est un sursis. Et puis c'est dans l'ordre normal des choses. Pour ceux qui suivent, quand il y a un coup d'État dans un pays, les premières sanctions, ce sont des sanctions de principe. On vous suspend en attendant effectivement de voir. Donc, je prends les cas récents. Je ne vais pas aller jusqu'en 2015, pendant notre insurrection. Je prends les cas les plus récents. D'abord au Mali. Ibeka est descendu fin août 2020, mais la CEDEAO, c'était du bout des lèvres, parce qu'on a vu cette lettre de démission signée de sa mère. Il a été dit c'est une démission assistée, donc ça a permis d'arrondir effectivement les angles. Et donc, les premières sanctions, c'était, j'ai dit bien du bout des lèvres, par les questions de principe. Mais les choses se sont corsées quand Bandao, le président de la transition, et Mokhtar Ouane ont été débarqués, et que Goïta a pris les rênes des choses. Donc, suspendu maintenant, deuxième niveau de sanction. La troisième niveau de sanction, c'est quand le Mali n'a pas respecté les échéances électorales qui étaient fixées pour le 27 février. Là, la CEDEAO a corsé, c'est disproportionné, illégal. Elle est rentrée dans une furie qui effectivement aussi a fait que la CEDEAO aussi a perdu la face. Donc, mais c'est de façon graduelle. Comme on appelle ça, en Guinée, Alpha Condé est renversé, c'est le même principe qui s'applique. Suspendu, en attendant de voir, et même dans ce sommet, la CEDEAO dit qu'elle a pris acte de la mise en place du Conseil national de la transition en Guinée. Ce qu'ils attendent aussi, certainement, c'est le chronogramme et tout ce qui va s'en suivre. Donc, même c'est graduel. Chez nous également, c'est pareil. Donc, vous êtes suspendu, ils viennent vous écouter vos intentions, s'entretenir avec celui qui a été déchu, en attendant de voir réellement quelles mesures prendre. Donc, en l'étape actuelle des choses, ce n'est pas que d'autres sanctions ne sont pas à brandir, mais elle est dans sa façon traditionnelle de faire, et elle va étape par étape, pour aboutir certainement à d'autres sanctions plus lourdes en fonction de l'évolution de la situation. N'oublions pas aussi que l'attitude du président Kaboré y a été pour beaucoup. Dès les premières heures des tirs, et quand c'était réellement tendu, selon les confidences, c'est quelqu'un qui n'avait pas voulu s'accrocher au pouvoir et qui ne voulait pas que des gens se battent et se sacrifient pour ça. Et donc, il a préféré démissionner sous la pression. Ça, au moins, c'est clair, c'est sous la pression. Mais, selon nos confidences, également, quand la CEDEAO est arrivée, il a aussi pesé dans la balance par rapport à ce qui doit être suivi. Ce n'est pas la peine. Voilà. Et puis, faciliter effectivement ces choses-là. Donc, son attitude aussi, il est pour quelque chose. Comment on appelle ça, dans cette affaire-là. Donc, vous allez tirer à boulet rouge sur un pays dont le président dit qu'il n'est plus intéressé. Même quand il fallait tenir un peu pouvoir, est-ce qu'il y a des gens même qui sont prêts pour se battre pour vous dites que vous ne voulez même pas ça, vous ne voulez même en entendre parler.
Ensuite, vous êtes renversé et puis, bon, il y a effectivement un début de transition qui commence avec la lecture de l'acte fondamental, avec certaines nominations et qui promettent aussi une charte. Donc, c'est sûr que la CEDEAO aussi attend de voir quel va être le contenu de cette charte, qui sont ceux qui sont appelés à diriger cette transition, combien de temps elle va prendre cette transition, où veulent-ils aller ces messieurs-là? Parce que ce qui corse au Mali, ce n'est pas seulement la date des élections. Je pense aussi que c'est la présence russe qui dérange Paris et qui a trouvé des pays pour faire la bagarre à sa place, qui sont des voisins immédiats aussi du Mali. Parce qu'à un moment donné, quand on entendait les propos du président du Niger et de son ministre des Affaires étrangères vis-à-vis du Mali, c'était pas courtois. À un moment donné, on se posait la question, mais Bazoum et son ministre des Affaires étrangères veulent quoi au juste? Donc, c'est une bagarre par procuration que certains chefs d'État mènent au niveau du Mali. Mais je dis bien, n'eût été aussi la présence russe, ce n'est pas évident que Goïta aura le courage de vouloir prolonger cette transition compte tenu de ce qu'il y a comme réalité terrain, attaques terroristes et tout. S'il n'y avait pas aussi cette présence, je pense que la France et tous ceux qui soutiennent la France allaient être moins durs vis-à-vis aussi de Bamako. Mais ici, quand on suit les reportages des médias français actuellement sur le Mali, sur la présence russe, il y a quand même un angle de traitement qui se dégage. Donc, il y a cette réalité-là que nous ne devons pas du tout occulter. Donc, j'ai dit, oui, on n'a pas été sanctionné au-delà des premières sanctions, la suspension, mais c'est sûr que c'est une CEDEAO aussi qui attend de voir comment est-ce que les choses ont évolué, mais c'est aussi une France qui regarde, parce que déjà les autorités françaises en France disent, bon, si on est en train de perdre le Mali, on quitte le Mali, mais on s'installe au Niger, on ne quitte pas le Sahel. Donc il y a ces enjeux-là également que Paris regarde. Donc oui, mais en attendant, effectivement, ce sont les premières sanctions de principe qui sont appliquées. En attendant certainement de voir la suite. Alors, juge, voilà, Bernard l'a dit, pas de sanctions. Mais quand on regarde aussi ce qui est sorti de ce sommet-là, c'est aussi les recommandations fortes. L'instance sous-régionale demande aux autorités burkinabées de définir un chronogramme assez clair et raisonnable pour qu'on aille vers un ordre constitutionnel normal. Est-ce que ce n'est pas à ce calendrier-là que le reste va se jouer? Oui, mais je crois que c'est là aussi il faut être beaucoup prudent dans la façon de lire, notamment ce qu'on peut appeler non-sanctions. Mais il y a déjà des sanctions qui demeurent, c'est le fait que nous soyons suspendus des instances de la CEDEAO. Maintenant, ils sont en observation, parce qu'il faut dire aussi qu'on a ici des militaires qui ont su manœuvrer et qui ont tiré les leçons de la façon dont les coups d'État ont été traités au Burkina, comme un peu dans la sous-région de façon plus récente. Quand on regarde de façon programmée, on a eu comme l'impression qu'il y avait un timing qui allait à chaque fois avec les rencontres de la CEDEAO pour les mettre dans une posture qui n'était pas si confortable pour des décisions punitives. Le jeudi, il y a la première déclaration du président Damiba, sachant que le lendemain, il y avait la première rencontre de la CEDEAO, fut-elle en visioconférence, sur le cas burkinabé. Il a donné les explications sur le contexte qui a prévalu et qui a concouru à ce que, à un moment donné, ils soient obligés, eux, de s'assumer. Ça a été pris en compte, forcément, et ça fait l'objet, et ça a été réversé dans les échanges du lendemain. Logiquement au niveau CEDEAO, lorsqu'ils avaient cette visio, et il avait déjà dit qu'il était ouvert à toute discussion, notamment donc on va dire une perche tendue pour ce qui est des autres pays de la CEDEAO, et donc ce qui était sorti comme conclusion, on va venir l'écouter. Et donc il y aurait eu deux missions, une militaire et une civile. Et quand vous regardez, dès que les premières missions se font, il permet qu'il puisse aller voir l'ancien président Roch Kaboré, étant entendu que dans les mises en garde, les toutes premières, il y avait été demandé que rien ne lui soit fait et que son intégrité soit préservée, notamment par ces militaires-là. Ils en ont donné le gage.
Maintenant, on passe à une autre étape parce que quand vous écoutez les dernières, ce qui ressort de la rencontre de la CEDEAO, la dernière à Accra, on demande qu'il soit libéré. Parce qu'ils disent que rien ne justifie qu'il soit encore en résidence surveillée. Il faut qu'on l'élargisse. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui va rentrer en termes d'appréciation. Et là, le deuxième élément, c'est la question du chronogramme. On vient maintenant pour moi sur le dur. Et c'est là où, quand vous prenez le cas malien, c'est là où ça a fâché. Sur le cas guinéen, ils sont en train ils seront aussi rattrapés par cela, parce qu'on entend toujours un chronogramme clair, avec une claire lecture aussi des éléments que vous mettrez en place pour revenir à un ordre normal. Et les éléments que vous allez mettre en place, c'est sûr que pour la question d'un gouvernement, on a vu au Mali par exemple, il a été demandé qu'il y ait un premier ministre qui soit civil. C'est-à-dire que petit à petit, il y aura d'autres exigences qui viendront se greffer avec l'évolution des choses. Maintenant, il dépendra évidemment au MPSR, de par ses postures et de par sa vision, de donner le là des choses. Si d'aventure il y a un chronogramme qui n'est pas clair, qui est long, ou bien qui n'a pas l'assentiment de la CEDEAO, il faudra s'attendre à ce que des sanctions commencent à venir. Donc pour moi, comme je rejoins ce que Bernard dit, c'est qu'ils sont restés dans l'observation des choses, et puis ils ont tiré aussi leçon de ce qui se passe au Mali. Ils sont un peu gênés avec la question malienne aujourd'hui. Ils ont décidé de sanctions très lourdes. Ils savent que ça a pris le Mali à la gorge. Maintenant, ils ont posé des préalables. Tant que ce n'est pas fait, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils sont coincés. Et ça devient encore plus impopulaire, d'autant plus qu'on a un Mali qui est en train d'en souffrir. Je lisais il n'y a pas si longtemps que pour ce qui est de certaines créances, le Mali est en défaut de créances concernant certains partenaires, même sous-régionaux. On parle de seulement 2,7 milliards de francs CFA dont ils n'ont pas pu s'acquitter récemment. Il y a aussi une note de l'UMOA qui faisait état de ce qu'ils avaient un engagement aussi de 15 milliards pour lequel ils étaient en défaut. Donc ça veut dire que ça ne va vraiment plus pour le Mali. Maintenant, ils vont porter aussi sur leur conscience cette conséquence, eux, et aussi les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Ça, il faut le dire de façon très claire. Mais